Bonjour, bienvenue dans la série sur le temps. Alors, la courbure de l'espace-temps n'est pas quelque chose de si simple que ça. Nous qui sommes des êtres humains, habitués à la vie au quotidien, l'espace qui nous entoure nous est très familier et il est plat, synonyme de sans courbure. Les droites sont de vraies droites et il est décrit avec une très bonne approximation à notre échelle par la géométrie euclidienne. C'est la géométrie que l'on étudie à l'école, avec les carrés, les triangles, les cercles, etc. Ou les cubes dans l'espace, les pyramides, etc. Et donc, quand on veut visualiser quelque chose de courbe, on a tendance à l'imaginer comme plongé à l'intérieur de cet espace dans lequel nous sommes habitués. Un peu comme un cylindre, un rouleau que l'on verrait devant nous, ou comme un ballon, une sphère, ou encore une courbe dessinée sur une feuille. Malheureusement, nous n'avons pas de chance, parce que c'est trompeur. Il existe en effet deux types de courbures, et il est important de les distinguer pour bien comprendre la relativité générale. Il y a la courbure intrinsèque et la courbure extrinsèque. Celle dont nous venons de parler, les objets que l'on voit courbés devant nous comme un ballon, c'est de la courbure extrinsèque. Alors qu'en relativité générale, ce qui est utilisé, c'est la courbure intrinsèque. Alors voyons cela de plus près. Considérons d'abord une ligne droite, une simple ligne droite graduée. 1, 2, 3, 4, une simple ligne droite graduée, comme une ficelle qui serait marquée, ou comme un mètre ruban, un mètre ruban de ménagère. Puis, nous tordons cette ligne, sans l'étirer ou la contracter, comme on le ferait d'un mètre ruban que l'on enroule, par exemple. Dans ce cas-là, on obtient une courbe avec toujours les graduations dessus. Ce qui est obtenu est une courbure, la courbe de la ligne, est une courbure extrinsèque. Elle est liée non pas à la ligne elle-même qui est inchangée, nous ne l'avons pas étirée ni contractée, elle est due seulement à la représentation que nous en faisons dans le plan du tableau, droite ou courbée. Elle est due au fait à la façon dont on replie le mètre ruban dans l'espace ordinaire. D'ailleurs, la structure intrinsèque de cette ligne graduée est inchangée. Par exemple, la distance entre 1 et 2, 2 et 3, 3 et 4 est toujours la même. 1 et 2, 2 et 3, 3 et 4 est toujours la même parce que nous n'avons pas étiré ni contracté cette ligne graduée. Si on imaginait une fourmi sur cette ligne, une fourmi vraiment minuscule, une toute petite fourmi, à son échelle, elle serait incapable de voir que la ligne est courbée. Un peu comme nous, à la surface de la Terre, où nous avons l'impression que les plans sont vraiment plans, les rails de chemin de fer sont vraiment droites. Rappelons-nous ce que nous avons discuté. La fourmi aurait la même impression, et en se baladant, elle parcourrait la même distance ici, de 1 à 2, que là, de 1 à 2. Pour elle, il n'y aurait pas de différence. La ligne, d'un point de vue intrinsèque, est équivalente à une droite, même quand elle est courbée. On dit qu'elle n'a pas de courbure intrinsèque. Alors, comment faire pour la courbure intrinsèque? Alors, un bon moyen, la courbure intrinsèque est liée à la géométrie. Et un bon moyen pour étudier la géométrie, ce sont les triangles. Alors, les triangles, c'est simplement trois côtés. Alors, comme on parle d'espace courbe, comme la surface de la sphère, les côtés ici seront des géodésiques. Ça peut être des droites dans un espace ordinaire, ou les grands cercles, par exemple, pour une sphère. Donc, trois géodésiques formant les trois côtés d'un triangle. Nous avons appris à l'école que les angles au sommet d'un triangle, leur somme faisait toujours 180 degrés. Par exemple, un carré avec la diagonale, le triangle rectangle obtenu, à un côté de 90 degrés,
et deux côtés de 45. La somme fait 180. Traçons un tel triangle sur la sphère. On va tracer un grand triangle. On a l'équateur, on a un méridien, et prenons un méridien séparé de l'autre par 90 degrés. À peu près d'ici à New York. C'est à peu près 90 degrés. Dans ce cas-là, ce sont des méridiens, ils sont perpendiculaires à l'équateur, et comme s'il y a 90 degrés d'écart, le coin supérieur est également un angle droit. On a donc 3 angles droits pour ce triangle sphérique, c'est son nom. Donc, un total de 270 degrés, et pas 180 degrés. C'est ce qui distingue le fait que la géométrie sphérique n'est pas la même que la géométrie euclidienne. La différence avec les 180 degrés est appelée excès sphérique. Et si on le divise par la surface du triangle, on obtient ce qu'on appelle le rayon de courbure, qui est ici identique au rayon de la sphère. Si la courbure n'est pas constante, imaginons quelque chose de plutôt ondulé. Dans ce cas-là, pour éviter toute approximation, on prend des triangles de plus en plus petits, en faisant ce rapport excès sur sphérique sur le divisé par la surface, jusqu'à avoir un tout petit triangle, de façon à avoir ce rayon de courbure en chaque point de notre surface cabossée. Il existe aussi des géométries dites hyperboliques, par opposition aux sphériques. Un exemple, c'est le creux de la selle de cheval. La selle de cheval qui est comme ça, et comme ça dans un sens, et comme ça dans l'autre. Plus exactement, c'est vraiment le creux qui est hyperbolique. On s'en écarte dès qu'on va sur les côtés. Mais au centre, c'est vraiment analogue à une géométrie hyperbolique. Et si on trace un triangle à cet endroit-là, on va constater que la somme des angles fait moins que 180 degrés. Cette fois-ci, l'excès sphérique est négatif, la courbure est négative. Cette courbure de la sphère ou de la selle de cheval est appelée courbure intrinsèque, car elle est liée non pas à la représentation dans l'espace ordinaire, même si on peut prendre une boule dans l'espace ordinaire, un ballon, elle est liée à la géométrie de cette surface courbée. Elle est propre à la surface. D'où le nom de géométrie de courbure intrinsèque. On peut prendre un autre exemple très simple. C'est le cylindre. Prenons un cylindre. Si on trace un triangle à la surface du cylindre, on vérifie facilement que la somme des 3 angles fait 180 degrés. Pas moins, pas plus. Donc, en fait, un cylindre n'a pas de courbure intrinsèque. Il ajoute une courbure extrinsèque parce que nous l'avons courbé dans l'espace ordinaire. Et d'ailleurs, si on découpe le cylindre et qu'on l'étale, on peut l'étaler sous la forme d'une feuille, sans le déchirer, sans le déformer. Et le triangle tracé devient un triangle plan habituel. Tandis qu'avec une sphère, c'est impossible. Même si vous coupez un quartier de sphère et vous essayez de l'aplatir, ça ne marchera pas. Elle va forcément se déformer, s'étirer ou se déchirer, comme on le fait par exemple avec des quartiers d'orange. Si vous découpez l'orange en deux et que vous enlevez la pelure sans l'abîmer pour avoir une demi-sphère, et que vous aplatissez la pelure, elle se déchire. Et avec un ballon en caoutchouc, le caoutchouc, lui, va s'étirer ou se contracter. En relativité générale, l'espace-temps a 4 dimensions. La courbure qui est importante, c'est celle qui décrit la géométrie de l'espace-temps. C'est donc la courbure intrinsèque. Et c'est pour ça que j'ai dit nous n'avons pas de chance, parce que nous représentons mentalement facilement une courbure extrinsèque, alors que ce qui compte, c'est l'autre. C'est la courbure intrinsèque.
Et en plus, ici, on parle d'espace à 4 dimensions. Non pas de surface plane, comme la surface de la sphère ou du cylindre. C'est donc très difficile à se représenter. Malheureusement, ce n'est pas facile. Même dans les cas les plus simples. En plus, localement, c'est la géométrie de Minkowski et pas la géométrie d'Euclide. Et ça introduit aussi des complications. Donc, pour manipuler ce type de géométrie, on est bien forcé de faire appel à des abstractions mathématiques. Se représenter des géométries courbes à 4 dimensions, c'est pratiquement impossible. Sauf peut-être dans les cas vraiment les plus simples. Et mentalement, on a tendance à effectuer des coupes pour ne voir que des parties en 2 dimensions ou en perspective. Mentalement, je ne peux pas, moi, me représenter la géométrie d'un trou noir. Mais je sais comment la manipuler. Même mentalement, en faisant les coupes, en sachant comment se comportent les équations. Donc, on est obligé de faire des abstractions, c'est pas facile. En plus, pour l'espace-temps à 4 dimensions, c'est plus complexe. Parce que, à 2 dimensions, pour notre sphère, notre selle de cheval, la courbure en un point se décrit par une seule valeur, le rayon de courbure, qui peut être positif pour la sphère, négatif pour la selle de cheval. Une seule valeur. Tandis qu'à 4 dimensions, attention, pour décrire la courbure en un point, il faut 20 nombres. 20. C'est beaucoup. En fait, quand le nombre de dimensions augmente, il faut plus de nombres et ça augmente assez vite. Et à 4 dimensions, il faut 20 nombres. C'est vraiment beaucoup. On manipule un objet mathématique pour représenter cette courbure. Il est appelé tenseur de courbure de Riemann-Christoffel. Peu importe ce que c'est qu'un tenseur pour nous ici, c'est simplement un objet mathématique qui contient ces 20 nombres. En fait, il en contient plus et il y a des symétries, peu importe. Il y a 20 nombres indépendants. On peut aussi avoir des versions simplifiées qui donnent moins d'informations, résumées en quelque sorte. Il y a ce qu'on appelle le tenseur de Ricci, qui contient 10 valeurs indépendantes, et la courbure scalaire, qui contient qu'une seule valeur, mais qui ne contient pas toute l'information, puisque normalement, toute l'information, c'est 20 nombres. La courbure scalaire est d'ailleurs tout à fait analogue au rayon de courbure. Comment identifie-t-on qu'un espace-temps a une courbure? On peut le faire, par exemple, en regardant les géodésiques et leurs déviations. On le voit bien sur une sphère, 2 méridiens s'écartent forcément. 2 méridiens, même très proches, vont s'écarter. Et si dans une surface courbe, on prend 2 lignes, 2 géodésiques pratiquement parallèles, celles-ci vont rapidement s'écarter. Sur une surface courbe, l'écart est assez rapide, plus rapide que des lignes qui ne seraient pas tout à fait parallèles dans un plan euclidien. Cet écartement des géodésiques s'appelle déviation géodésique. Et il est lié d'ailleurs, en relativité générale, aux forces de marée. Parce que ce sont ces déviations géodésiques qui font que dans le mouvement dans l'espace-temps, de la Terre et de la Lune, les différentes parties de la Terre suivent des géodésiques différentes qui ont tendance à s'écarter. Exactement comme ça. Et comme ça forme une seule masse, il y a une force qui empêche la Terre d'éclater, c'est sa propre gravitation ou les forces de cohésion de la matière qui lient les roches entre elles, etc. et qui font que la Terre reste entière. Et à cause de ça, d'ailleurs, elle ne suit plus tout à fait une géodésique parce qu'elle ne peut pas suivre les 2 géodésiques en même temps. Elle s'écarte. Et l'eau étant fluide, n'a pas de cohésion interne, elle se déplace beaucoup plus facilement, ce qui explique les grands mouvements des masses d'eau lors des marées. Voilà, alors nous continuerons la suite la fois prochaine. On commencera par un petit encart technique, comme d'habitude, avec un grand signe, et on continuera ensuite sur quelques détails et on passera à la description du temps en relativité générale.
Je vous remercie.